Alors, donc voici le moment des prix jeunes chercheurs de l'UNAFAM. Et c'est avec Florence Thibault, qui est notre formidable présidente du comité scientifique, que nous allons accueillir les deux lauréats. Je voulais simplement remercier tous les membres du comité scientifique qui nous ont aidés dans cette remise des prix, parce qu'on a eu beaucoup de candidatures cette année et on s'en félicite. Et c'est vrai que le choix a été particulièrement difficile. Et donc je repasse la parole à Jocelyne, puisque c'est l'UNAFAM qui remet ses prix. Alors voici, nous accueillons Maude Dupuis. Venez, Maude, docteur en sciences cognitives. Alors, Maude est docteur en sciences cognitives, maître de conférences en psychologie et neurosciences, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en neuropsychologie clinique à l'Université de Bordeaux. Ses recherches portent, entre autres, sur les relations dynamiques entre cognition et expression des symptômes de la schizophrénie en vie quotidienne, en lien avec le fonctionnement du cerveau. Bonjour à toutes et à tous, et je suis très honorée et émue de recevoir cette année ce prix de recherche de l'UNAFAM pour une de mes études portant sur les liens entre performance cognitive et expression des symptômes positifs de la schizophrénie en vie quotidienne et leurs corrélats cérébraux, donc une étude qui a été publiée en 2022 et donc je vous remercie pour l'opportunité de les présenter brièvement aujourd'hui. Normalement j'ai un diapo. Très bien. Et... Ouais, c'est bon. À droite, c'est ça ? Ok, très bien. Donc la schizophrénie est une pathologie complexe qui est caractérisée par une importante hétérogénéité clinique et neurobiologique. Et parmi ces caractéristiques essentielles figurent les idées délirantes et les hallucinations qui appartiennent à la catégorie des symptômes positifs de la pathologie. Et bien qu'ils ne fassent pas partie des critères diagnostiques de cette pathologie, les troubles cognitifs en constituent un aspect considérable. Ils peuvent concerner l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Et dans le cadre de cette étude, on s'est particulièrement intéressé à l'implication des fonctions exécutives dans la manifestation au quotidien des symptômes positifs. Pour ce faire, nous avons utilisé l'évaluation écologique momentanée, qui est une méthode de recueil de données en temps réel, de façon répétée et dans l'environnement naturel des individus, à l'aide de technologies mobiles comme les smartphones par exemple, et qui nous permettent donc de faire des évaluations très précises des aspects temporels des phénomènes étudiés, et donc de mettre en évidence des modèles causaux entre variables de la vie quotidienne, et permettre de venir combler certaines limites des évaluations conduites traditionnellement en laboratoire qui soulèvent des questions par rapport à leur validité écologique et qui ne prennent pas en compte ou peu en compte les variations à court terme entre les phénomènes et les expériences étudiées. Au moyen de l'évaluation écologique momentanée, il a déjà pu être mis en évidence que les symptômes de la schizophrénie fluctuent à court terme. Et notamment, il a pu être mis en évidence certains prédicteurs de la manifestation des symptômes en vie quotidienne. L'anxiété serait des niveaux élevés d'anxiété prédiraient l'apparition ultérieure d'idées délirantes et d'hallucinations au cours d'une journée. Cependant, l'implication des performances cognitives dans la survenue des symptômes était à ce moment-là inconnue, malgré l'importance que ces aspects occupent dans le trouble. Donc, la question centrale de cette étude était d'apporter des informations manquantes concernant les liens à court terme en vie quotidienne entre les performances cognitives et donc les symptômes positifs chez des personnes atteintes de schizophrénie ainsi que leurs corrélats cérébraux. Pour répondre à cette question, nous avons défini deux objectifs principaux. Le premier était d'étudier le rôle des fluctuations cognitives, en particulier exécutives, dans la manifestation des symptômes positifs au cours des heures qui suivent dans une journée. Deuxièmement, il s'agissait d'intégrer ces données récoltées en vie quotidienne à des données d'imagerie par résonance magnétique cérébrale afin de décrire les mécanismes cérébraux liés à cette association. Et en combinant ces deux approches, qui étaient une première à ce moment-là dans la littérature internationale, nous espérions mieux comprendre les interactions entre les processus cognitifs et les symptômes cliniques, ainsi que les bases cérébrales qui les sous-tendent. Donc, au niveau du matériel utilisé, nous avons eu recours à une application qui a été développée au sein de l'équipe, qui était implémentée dans des smartphones qu'on mettait à disposition des participants, qui évaluait une large gamme de domaines de la vie quotidienne que je ne peux pas présenter ici, mais concernant cette étude en particulier, on s'est concentré sur deux domaines, les symptômes positifs qui étaient évalués via 5 items qui évaluaient les idées délirantes et un item qui évaluait les hallucinations, et sur les performances, le
domaine des performances cognitives qui était évalué via une tâche de génération lettre-mot, qui est une tâche de fluence verbale alphabétique, où on donne une lettre au sujet qui doit énoncer à voix haute le maximum de noms communs qui commencent par cette lettre, et une tâche d'interférence couleur-mot qui s'apparente à un test de Stroop, où le sujet doit donner la couleur de l'encre avec lequel le mot est écrit, qui lui-même exprime un mot d'une couleur différente, donc le plus rapidement possible. Donc, à l'époque de ces travaux, il n'y avait aucune donnée publiée sur la faisabilité et la validité de tests mobiles évaluant les fonctions cognitives. Donc, nous avons été les premiers à les mettre en place. Et bien sûr, toute nouvelle démarche expérimentale utilisant de nouveaux instruments, ça s'accompagne de la nécessité d'en évaluer la faisabilité et la validité, ce que nous avons fait par rapport à ces tests cognitifs. Et c'est une étude qui a été publiée en 2019 dans le journal de thérapie cognitive et comportementale. Je passe rapidement les détails, mais pour mettre en évidence les prédicteurs cognitifs de symptômes positifs en vie quotidienne, nous avons utilisé des modèles linéaires hiérarchiques qui sont adaptés au caractère répété de ces données. Concernant l'imagerie par résonance magnétique cérébrale, nous avons eu recours à l'imagerie fonctionnelle de repos qui permet d'explorer les liens entre les activités spontanées de différentes régions cérébrales, c'est-à-dire la connectivité fonctionnelle à l'état de repos. Et donc, nous nous sommes concentrés sur l'étude de la connectivité au sein du réseau de contrôle exécutif qui est composé de régions fronto-pariétales, qui est connu pour être impliqué dans la physiopathologie de la schizophrénie et dans ses manifestations cognitives et comportementales. Et une des façons d'étudier la connectivité fonctionnelle au repos, c'est d'appliquer la théorie des graphes, donc, qui est une théorie mathématique qui nous permet de calculer un certain nombre d'indices qui sont nommés les métriques, qui nous permettent de caractériser la connectivité fonctionnelle de certains réseaux, que ce soit au niveau local, avec des indices qui permettent d'apprécier la ségrégation fonctionnelle, c'est-à-dire l'architecture locale de réseaux, illustrée par exemple ce qui est en violet et en vert, et certains autres indices nous permettent d'étudier plus ce qui se passe au niveau de l'organisation fonctionnelle globale d'un réseau, donc plus les interactions entre différentes régions cérébrales, ce qui est représenté par les liens violets et verts. Donc, pour cette étude, 33 personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie ont participé et 42 sujets contrôle. Je passe directement aux résultats. Nous avons pu, grâce aux techniques utilisées, mettre en évidence des prédicteurs cognitifs de la manifestation des symptômes positifs dans les heures qui suivent au sein de la journée. Notamment, pour la première fois, ces explorations ont pu mettre en évidence qu'une diminution de la performance cognitive qui est représentée par une augmentation du temps pour répondre à la tâche d'interférence couleur-mot influe sur l'expression ultérieure de symptômes positifs. Et ça s'affiche pas très bien, mais je vous demande de me croire, cette association était corrélée à des indices donc de connectivité fonctionnelle, de ségrégation fonctionnelle et d'intégration fonctionnelle au sein du réseau de contrôle exécutif. Donc, pour conclure, nous avons mis en évidence pour la première fois des prédicteurs cognitifs de symptômes positifs en vie quotidienne, ce qui nous permet d'avancer dans notre compréhension des relations entre des processus majeurs du phénotype de la schizophrénie et des facteurs qui placent les personnes à haut risque d'expérimenter des symptômes en vie quotidienne. Cela soulève pas mal de questions, notamment est-ce que ces moments de vulnérabilité cognitive sont la cause de la présence ultérieure de symptômes véritablement, ou est-ce qu'ils sont des marqueurs d'autres causes ? Et elle soulève également des questions au niveau des potentielles implications thérapeutiques. Donc cette méthode nous permettrait d'identifier les moments où les patients ont le plus besoin d'une aide clinique. Nous avons pu mettre en évidence certains facteurs qui placent les patients à risque d'expérimenter des symptômes positif, mais ce serait bien d'utiliser ces techniques pour mettre en évidence aussi des facteurs protecteurs qui préviendraient la manifestation des symptômes. Et enfin, est-ce qu'il serait possible, à l'aide de ces techniques également, de fournir des interventions cognitives en temps réel ? Donc, en combinant de l'évaluation écologique momentanée avec des technologies mobiles et de l'IRM, nous avons pu pour la première fois mettre en évidence des corrélats fonctionnels de cette association entre performance cognitive et vie quotidienne, ce qui constituait la première étude de ce type à l'international, qui confirmait, malgré les faibles échantillons qu'on avait, le rôle du réseau de contrôle exécutif dans cette pathologie, et qui constitue donc une avancée importante dans la compréhension intégrée de cette pathologie.
Donc, bien sûr, je suis toute seule aujourd'hui à présenter ces résultats, mais il n'aurait pas été possible sans un travail d'équipe. Donc, je remercie mes équipes à Bordeaux. J'ai une pensée, bien évidemment, émue pour mon directeur de thèse, le professeur Joël Swansen, qui nous a subitement quittés il y a un peu plus de 2 ans, et sous la direction de qui a été faits ces travaux. Je pense qu'il serait ravi que ces travaux soient récompensés par l'UNAFAM aujourd'hui. Je remercie également les personnes concernées qui ont participé à cette recherche. Et bien évidemment, je renouvelle mes remerciements à l'UNAFAM aujourd'hui. Bravo Maud et merci encore. Et maintenant, nous allons recevoir Anton Iftimovici, qui est psychiatre, chef de clinique au pôle pépite du professeur Marie-Odile Krebs au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où il prend en charge des adolescents et jeunes adultes présentant des symptômes de psychose débutante ainsi que des maladies rares à expression psychiatrique. Il a fait sa thèse de neurosciences à Neurospin et s'intéresse à la caractérisation neurophysiologique des anomalies du neurodéveloppement en psychiatrie. Bonjour, merci beaucoup. C'est un immense plaisir, un immense honneur de recevoir ce prix qui consacre en fait des dizaines d'années de travail du professeur Marie-Odile Krebs et de son équipe à Pépite et au CEJAD en particulier. Où moi, effectivement, je suis psychiatre, chef de clinique, et je travaille à cheval en fait entre cette unité qui prend en charge la psychose débutante, ou en tout cas des symptômes évocateurs de psychose débutante chez les 15-30 ans, et d'autre part, j'ai un pied au centre de référence maladies rares, expression psychiatrique du docteur Chaumette, où on évalue et on fait du séquençage de génome pour identifier les causes génétiques, en particulier de des troubles psychiatriques en général et de la schizophrénie. Alors, le travail que je vais vous présenter porte sur l'intérêt de la dimension neurodéveloppementale pour prédire la réponse en première ligne à un traitement antipsychotique. Alors qu'est-ce qu'on entend par neurodéveloppement ? Vous savez bien que dans la schizophrénie, qui est une étiquette qu'on pose sur une évaluation clinique à un instant donné et éventuellement un regard rétrospectif sur les 6 derniers mois, en réalité, la clinique est extrêmement hétérogène et les trajectoires sont très nombreuses, celles qui peuvent mener à cette symptomatologie. Et donc pour résumer simplement, il y a cet excellent article qui distingue 3 trajectoires. Il y a une trajectoire d'aggravation, de détérioration progressive au cours de la vie. Et puis au-delà d'un certain seuil, certains symptômes apparaissent et on va parler de psychose ou de premier épisode psychotique ou de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Il y a des trajectoires où a priori d'un point de vue prémorbide tout va bien, puis d'un coup quelque chose arrive. Ce quelque chose, ça peut être un stress majeur dans l'environnement, un traumatisme, ça peut être une consommation de cannabis, et là on bascule dans la psychose. Et puis lequel le plus fréquent, c'est une combinaison de tous ces facteurs, de facteurs précoces, de facteurs tardifs, qui se combinent petit à petit, on est de moins en moins résilient, et à un moment donné on bascule dans la psychose. Pourquoi le neurodéveloppement est pertinent dans ce contexte ? C'est parce que on voit bien que l'âge de survenue des différentes maladies psychiatriques s'étale au cours de la vie. Les troubles du spectre de l'autisme, les troubles neurodéveloppementaux classiquement définis en tant que tels apparaissent très tôt, juste après la naissance, dans les premières années, 2 ans en moyenne pour le trouble du spectre de l'autisme, 7 ans en moyenne pour le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis à partir de l'adolescence et du jeune âge adulte pour les troubles tels que la schizophrénie. Et ces fenêtres de vulnérabilité-là sont complètement parallèles de périodes de neurodéveloppement qui se succèdent également, partant de la neurogenèse, donc c'est les neurones qui poussent dans le cerveau, ils migrent ensuite, tout ça, ça commence déjà dans la vie fœtale et ça continue après. Ces fenêtres se superposent, bien sûr, jusqu'à des phases tardives de délagage synaptique qui commencent dans la petite enfance et qui continuent encore longtemps. Et enfin, la maturation des interneurones qui sont des neurones qui ont tendance à inhiber l'activité d'autres neurones et qui permettent au cerveau de se synchroniser et de faire en sorte que les différentes régions du cerveau communiquent. Et donc on comprend bien maintenant que, en fonction de la fenêtre de vulnérabilité à laquelle intervient un certain facteur stressant, de la vulnérabilité génétique initiale et de l'exposition elle-même à l'environnement, on va toucher le cerveau à une période ou une autre de son développement. Donc on ne va pas forcément avoir les mêmes manifestations. C'est cette idée de modèle de
multiples atteintes. Les Anglais disent multiple hits. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est chez les patients qu'on reçoit à l'adolescence ou à l'âge adulte, donc assez tard par rapport au contexte neurodéveloppemental, trouver des marqueurs qui nous permettraient rétrospectivement de dire, eh bien, ce patient-là a suivi cette trajectoire ou telle autre, et voir à quel point le suivi de ces trajectoires, parce qu'on en avait l'intuition, est pertinent, notamment d'un point de vue thérapeutique. Et donc, c'est un travail que moi, j'ai eu la chance d'arriver ici sur ce projet bien après 10-20 ans de travail de l'équipe de Marie-Odile Krebs, de recrutement de patients, de cohortes, d'ailleurs de cohortes assez différentes où il a fallu croiser les différentes données. Donc, c'est un long travail rétrospectif où voilà, j'arrive à la toute fin pour l'article. Et donc, dans ce travail, on a une population de personnes avec une schizophrénie, on en avait 280, avec également un trouble bipolaire, je vous en parlerai pas trop parce qu'on a moins de sujets et donc les résultats sont moins concluants, et des sujets sains, on en avait 236, pour lesquels on avait l'âge, le sexe, le niveau d'éducation qui est important pour ajuster sur ces différents critères. On avait des marqueurs d'histoire développementale, donc une histoire familiale de psychose ou de troubles de l'humeur au premier degré, l'histoire pendant la grossesse, il y a eu des complications obstétricales ou à la naissance, les mensurations de naissance, différentes variables liées au développement précoce. Alors pourquoi celle-ci et pas d'autres? Simplement parce que lorsqu'on fait un travail en rétrospectif, on cherche les données les plus facilement accessibles et souvent les patients se rappellent s'il y a eu du pipi au lit, une énurésie, une encoprésie, s'il y a eu de la dyslexie, de l'hyperactivité, mais c'est plus difficile de caractériser d'autres marqueurs neurodéveloppementaux. Mais dans l'idéal, le nouveau carnet de santé qui est censé être développé par le ministère, qui est censé prendre en compte les différentes étapes de vie, quand est-ce qu'on acquiert la marche, quand est-ce qu'on acquiert le langage, sera un outil extrêmement utile pour avoir des informations plus riches. Mais rien qu'avec ces informations, on a déjà une photographie de la trajectoire. Et ensuite, il y a l'histoire psychiatrique spécifique où là, on s'interrogeait sur les différents âges d'apparition des différents symptômes. Une des particularités originales de notre article, c'est de s'être intéressé d'abord aux premiers symptômes subjectifs. C'est-à-dire que lorsque le médecin reçoit le patient, il n'y a aucun symptôme qu'il peut vraiment identifier, mais c'est le vécu personnel subjectif du patient qui est perturbé du point de vue même du patient, qui va nous parler de ne pas avoir l'impression de réussir de faire les choses comme d'habitude, de pas réussir à fonctionner selon ses propres critères à lui. Donc on a essayé de caractériser l'âge de survenue de ces premiers symptômes. Bien sûr, l'âge de survenue des premiers signes cliniques, donc des symptômes psychotiques, un délire, une hallucination, un repli social, etc. L'âge d'introduction du premier traitement et l'âge de la première hospitalisation. Et puis, nous avions des données cliniques également, l'évaluation du fonctionnement global, des échelles cliniques de symptômes pour être un peu standardisées, et l'élément le plus important que je vous ai mis tout en bas, celui d'une évaluation des signes neurologiques mineurs. Alors, ces signes neurologiques mineurs, ce sont des signes, on appelle mineurs par rapport à majeurs, disons, que sont les signes qu'on a lorsqu'on a un trouble neurologique lésionnel. On a une lésion qui va entraîner, par exemple, si on a une maladie de Parkinson, un syndrome extrapyramidal, une rigidité. Si on a fait un AVC, on peut avoir une paralysie, donc soit le bras tout flasque, soit une spasticité, on ne va pas pouvoir le bouger. Ça, c'est des signes qui traduisent une atteinte lésionnelle. Les signes mineurs, et ça fait vraiment le lien avec la présentation d'avant que je trouvais extrêmement intéressante, c'est que ces signes mineurs traduisent des anomalies exécutives fines, des anomalies d'intégration sensorimotrice, des anomalies de coordination. Donc c'est à la fois du domaine moteur, du domaine sensoriel et de son intégration, qui sont normales à 4-5 ans, à l'époque où le cerveau est en train de mûrir, mais leur persistance à l'âge adulte traduit une certaine immaturité cérébrale. C'est quelque chose qui n'est pas absolument spécifique, ça veut dire que le cerveau est immature, qu'il a suivi une autre trajectoire que la trajectoire habituelle dans la population générale, mais ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité à prendre en compte qui doit nous faire attention lorsqu'on introduit un traitement, par exemple. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui se passe chez les patients qui ont des signes, ces différents symptômes développementaux, qui ont un début des symptômes précoces. Donc là, je vous ai mis une figure qui était sur le... Donc en haut, vous voyez les patients, une distribution entre les patients qui ont répondu à une première ligne de traitement antipsychotique en bleu et ceux qui n'ont pas répondu à une première ligne de traitement antipsychotique en orange.
en haut pour les signes neurologiques mineurs, et vous voyez que les résistants à une première ligne ont beaucoup plus de signes neurologiques mineurs. Et en bas, vous voyez l'âge de début des premiers symptômes cliniques objectivables. Vous voyez que les patients résistants à une première ligne de traitement antipsychotique ont un début des symptômes qui est plus précoce. Si on regarde la distribution simplement sur ces deux variables, on voit bien que les patients qui répondent au traitement se retrouvent regroupés dans cette dimension où ils ont un âge de début des symptômes un peu plus tardif et moins de signes neurologiques mineurs. Tandis que si on prend les extrêmes et on regarde ceux qui ont beaucoup de signes neurologiques mineurs et un âge de début précoce, on a tendance à avoir des patients qui sont plutôt résistants à une première ligne de traitement. Et on peut même faire de la classification. La classification, c'est sans connaître la réponse ou pas, est-ce que j'arrive à distinguer les groupes. Et on a des scores qui ne sont pas excellents, on est à 77% d'air sous la courbe, mais on a des scores qui sont identiques en termes de performance à ce qui est rapporté en imagerie ou en neurophysiologie, rien qu'avec une évaluation clinique. Faire passer des signes neurologiques mineurs, c'est leur demander de faire certains gestes, de marcher en ligne droite, de mettre les pieds joints, fermer les yeux et de voir s'ils arrivent à maintenir leur équilibre. C'est des choses qui sont vraiment très accessibles. Et à partir de là, on arrive malgré tout à saisir cette vulnérabilité neurodéveloppementale qui est pertinente dans l'introduction d'un traitement. Et celle-ci donc, nous permet non seulement de savoir qu'il y a peut-être un risque qu'ils ne répondent pas tout de suite, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les suivre de manière plus rapprochée, peut-être aller plus vite à un traitement très efficace comme la clozapine et moins perdre de temps à essayer d'autres traitements qui ont de nombreux effets indésirables. Et également savoir qu'il faut être beaucoup plus précautionneux dans l'introduction de ces traitements parce que c'est un cerveau qui est plus vulnérable. Donc introduire à des doses plus faibles, augmenter plus lentement, petit à petit et surveiller de manière très rapprochée. Donc, en conclusion, l'âge de début des symptômes, les signes neurologiques mineurs qui traduisent donc, ces problèmes dits exécutifs et sensoriels permettent de distinguer les individus répondants et non répondants à une première ligne de traitement. Je vous remercie de votre attention. Je remercie bien sûr à nouveau... merci. Et donc, à nouveau, je remercie tous les patients, leurs familles qui ont accepté de participer aux différents protocoles chez nous et à partir desquels nous avons pu faire cette étude rétrospective. Si vous souhaitez nous contacter pour participer à des études de recherche, en particulier au projet Psycare coordonné par le professeur Marie-Odile Krebs, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions pour une évaluation de suspicion de psychose débutante, je vous ai mis les liens. Et également pour des questions de génétique en psychiatrie, vous avez tous les liens ici. Voilà. Merci. Alors merci beaucoup Maude et Antoine. Vous les retrouverez sous forme d'un article dans les prochains numéros d'Un autre regard. Donc allez les repérer.